pardonnez-moi, je ne me suis pas présentée plus tôt. Donc, je suis Claire Maillère, je suis journaliste pour Le Monde et j'ai le plaisir de vous présenter la conférence d'après sur la thématique, vous l'avez deviné, de l'agroécologie. Parce qu'on l'oublie parfois, la Nouvelle-Aquitaine est la première région agricole de France et d'Europe. Au total, elle compte 4,2 millions d'espaces de production, soit 15% du chiffre d'affaires national. La Nouvelle-Aquitaine a donc un rôle majeur à jouer et ce rôle, elle l'a inscrit donc dans la feuille de route Néoterra, dont Mme Lebroux nous a parlé tout à l'heure, dans laquelle elle engage l'ensemble de la filière agricole vers une transition écologique d'ici 2030. Biofertilisants, réduction de l'usage de pesticides ou de ressources, circuits de proximité. Les innovations sont nombreuses en matière d'agroécologie. Alors, face à l'urgence climatique, quels sont les grands enjeux? Comment engager l'ensemble des acteurs de la filière? Comment accompagner le changement aussi et surtout? Autant de questions et bien d'autres que je vais donc aborder avec mes invités. Nous sommes évidemment là pour échanger aussi avec vous, donc je donnerai régulièrement la parole à la salle si vous avez des questions à nous poser. Je vais inviter mes 4 invités à venir nous rejoindre. Donc Vincent Bretagnol, chercheur au CNRS et directeur de recherche au CEBC des Deux-Sèvres. Je vous en prie. Jean-Philippe Granger, président de la Chambre d'agriculture de Dordogne, éleveur et producteur de céréales. Laurence Rival, viticultrice en Dordogne. Et Thomas Nem, chercheur à l'INRAE, ingénieur agronome et professeur à Bordeaux Sciences Agro. Alors peut-être avant de commencer, une question assez simple que j'aimerais poser à mes invités, une question de sémantique finalement. En quelques mots, comment définiriez-vous l'agroécologie pour le public qui est là devant nous? Peut-être Thomas Nem, vous pourriez commencer? Oui, merci. Bonjour à toutes et à tous. Alors quand on parle d'agroécologie, on ne sait jamais exactement de quel objet on parle, donc il faut effectivement faire un petit effort d'analyse sémantique. Très classiquement, on dit que l'agroécologie a 3 grandes dimensions. On peut éventuellement rajouter une 4e. Ces 3 grandes dimensions, c'est d'abord le fait que c'est une démarche scientifique qui associe les disciplines de l'agronomie et les disciplines de l'écologie. C'est peut-être pas ce qui va nous occuper le plus ce matin, mais on pourra y revenir éventuellement. Ce sont des pratiques agricoles qui se réclament de l'agroécologie, et j'y reviendrai, c'est ça le plus intéressant peut-être pour nous ce matin. Ce sont des mouvements sociaux, notamment des mouvements de défense de certains types d'exploitation agricole, plus susceptibles d'adopter les pratiques agroécologiques, notamment des mouvements en défense des petits paysans. C'est une dimension très forte de l'agroécologie qu'on va retrouver en Amérique latine, au Brésil par exemple. Et puis c'est un ensemble de politiques publiques sur lesquelles on reviendra sans doute. S'agissant des pratiques agricoles qui se réclament de l'agroécologie, le point focal, c'est le fait de s'appuyer sur ce que dans notre jargon on appelle les services écosystémiques, les services rendus par la biodiversité. Et on va voir que la notion de diversité, de diversification, elle est vraiment au centre de l'agroécologie. Donc ce sont des pratiques qui vont mobiliser les services que rend la biodiversité pour substituer des intrants de synthèse, pour aller vers la réduction de l'utilisation des engrais de synthèse, des engrais chimiques, minéraux, pour aller vers la réduction de l'utilisation des produits phytosanitaires, qu'on appelle encore les pesticides. Et donc, ça veut dire s'appuyer sur des légumineuses qui vont venir fixer de l'azote de l'air pour l'injecter dans le sol. Donc, c'est du trèfle, des luzernes, qu'il va falloir mettre plus souvent dans des rotations. Même chose pour des pois chiches, des lentilles, etc. C'est les services de régulation des ravageurs par des prédateurs ou des parasitoïdes qui vont venir remplacer les insecticides parce qu'ils vont réguler les populations de ravageurs. C'est gérer des compétitions par les adventices autrement qu'avec des herbicides, etc., etc. C'est protéger la qualité du sol également. D'accord. Vincent Bretagnol, vous menez depuis 30 ans maintenant un vaste projet d'expérimentation agricole dans la plaine céréalière au sud de Niort, sur la relation entre agriculture et biodiversité, aux côtés de 400 agriculteurs, et vous étudiez donc un nouveau modèle agricole, un modèle agricole. Qu'est-ce que vous pourriez nous dire, vous, la définition que vous avez de l'agroécologie? Bon, en gros, j'ai la même définition que Thomas Nem, bien évidemment, mais si je voulais la résumer quelque part, en tout cas l'approche qu'on essaie de mettre en place sur Chizé, donc dans le sud des Deux-Sèvres, c'est travailler avec la nature et pas contre la nature. Voilà, c'est utiliser les solutions fondées sur la nature pour l'agriculture, bien sûr, notamment par rapport à la problématique de l'eau,
les écosystèmes et la vie, en fait, c'est des formidables machines à ralentir le cycle de l'eau parce que l'eau est capitale et source de vie. Il n'y a pas de vie, évidemment, sans eau. Et donc, la nature a inventé des dizaines et des dizaines de solutions pour conserver l'eau dans les écosystèmes. Et je pense qu'aujourd'hui, l'agriculture ferait très bien de s'inspirer de ces solutions fondées sur la nature qui sont pour l'essentiel des solutions gratuites. C'est la matière organique dans les sols, c'est les arbres. Les arbres, c'est des fantastiques pompes à eau du sol en été. Et cette eau, elle est redistribuée aux plantes et notamment aux cultures sous forme de rosée. On peut citer le cas presque extrême et anecdotique et qui risque d'amuser un petit peu, qui est celui des castors, qui sont les ingénieurs des écosystèmes qui retiennent l'eau dans les rivières. Et cet été, il faut savoir que l'Angleterre a été victime aussi de sécheresse et de canicules comme la France. Et il a été démontré que les rivières qui avaient des castors, les bassins, avaient beaucoup mieux résisté aux sécheresses, y compris pour la production agricole. Donc voilà, je pense qu'il y a vraiment des choses à rechercher dans ces solutions fondées sur la nature. Et puis le dernier point qui me semble absolument crucial dans ce qu'on essaye de mettre en œuvre dans le sud des Deux-Sèvres, c'est ne pas laisser les agriculteurs tout seuls face à la transition agroécologique. Dans l'agroécologie, il y a les dimensions d'alimentation et de santé. Et donc ça s'adresse à tout le monde, et en particulier aux consommateurs. Et donc on essaye, nous, de faire travailler ensemble les agriculteurs et les consommateurs autour des filières, notamment de filières à haute valeur ajoutée qui sont pour l'alimentation humaine. Donc c'est toutes ces dimensions. L'agroécologie, c'est vraiment multidimensionnel, ça a déjà été dit ce matin, et je pense que c'est à mettre en avant absolument. Laurence Rival, vous avez repris l'exploitation de céréales et de vaches de vos grands-parents, mais vous avez aujourd'hui 25 hectares de vignes en production. C'est votre exploitation actuelle, oui. Et de poules pondeuses. C'est ça. Vous avez fait des formations avec la Chambre d'agriculture, notamment sur l'agroforesterie. Oui. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu où vous en êtes aujourd'hui, justement, dans ce processus, et pourquoi il n'a pas avancé aussi vite que peut-être vous l'auriez espéré? Bonjour à tous. Oui, on fait partie. Alors moi, je me suis installée en 2001. J'ai repris donc la propriété familiale. Donc c'est vrai qu'on ne peut pas, comme disaient les collègues autour, travailler tout seul. Donc moi, j'ai commencé à travailler avec la Chambre d'agriculture, qui ont des techniciens dans toute la région. Donc qui nous aide à évoluer et à progresser. Et donc c'est vrai que j'ai fait une formation agroforesterie, mais qui pour l'instant n'a pas avancé parce que c'est très technique, très compliqué et à faire et économiquement. Donc, mais j'ai fait d'autres choses à côté. Je sais pas si on en parlera, je pense après. Mais voilà, non, l'agroforesterie c'est vraiment quelque chose de très compliqué. Et en plus avec les changements climatiques qu'il y a eu depuis 2-3 ans. Voilà, moi j'ai pas trouvé la solution chez moi, donc voilà, j'ai rien fait. Voilà. Qu'est-ce qui est peut-être le plus compliqué justement pour vous? L'agroécologie, pour moi, c'est en fait utiliser les outils de la nature pour limiter les intrants. Et c'est vrai que les arbres, ça peut jouer un rôle. Ça l'a démontré dans beaucoup de régions en Aquitaine. Il y a beaucoup de personnes qui ont travaillé sur ça. Mais le souci, c'est que chaque propriété est différente. Chaque terroir est différent. Et ce qui va marcher à 10 km ne marchera peut-être pas chez vous. Donc c'est un risque après à prendre au niveau de la production. Est-ce qu'on va pouvoir produire après? Et j'ai pas pu, en fait, on a eu quelques aléas climatiques depuis quelques années qui m'ont empêché de me dire que j'ai les reins financiers assez forts pour pouvoir le faire, donc on attend. Voilà. J'ai fait d'autres choses comme supprimer le glyphosate, faire des couverts végétaux, bon, on en parlera peut-être un petit peu après, mais voilà, l'agroforesterie c'est quand même quelque chose de très contraignant. J'ai des collègues qui l'ont fait à Bergerac, en Dordogne, viticulteurs. Voilà, moi j'ai pas pu le faire. Jean-Philippe Granger, vous êtes donc président de la Chambre d'agriculture de Dordogne, après avoir été notamment président de la FDSEA. Pouvez-vous nous expliquer justement comment la Chambre accompagne cette transition, cette question de l'agroécologie? Alors, je vais parler au nom de la Chambre, mais aussi des chambres, puisque je représente aussi la Chambre régionale de Nouvelle-Aquitaine, puisqu'on est quand même sur un sujet régional. Donc, le réseau des chambres d'agriculture, bien sûr, accompagne le programme Néoterra. Donc, par rapport à tout ce qui est certification environnementale, donc soit l'agriculture biologique, soit le HVE. Aujourd'hui, ça représente en agriculture biologique déjà plus de 9000 fermes. Donc c'est déjà pas mal. Sur le département de la Dordogne, on s'est engagé dans l'agronomie en formant des techniciens depuis plus de 15 ans. Donc voilà, par rapport à une problématique qui était née dans le
dans le Sarladais par rapport à la problématique de pollution de l'eau, où les agriculteurs avaient dit, d'une contrainte, il faut en faire une force. Et donc, voilà, on était parti justement sur des techniques pour limiter tout ce qui était pollution par les nitrates. Et donc, une meilleure gestion, à la fois dans le travail du sol, dans les rotations et tout ça. Ça, c'est le premier point. Donc, dans l'accompagnement aussi des agriculteurs dans les groupes, tout ce qui est mesures MAEC. Je ne vais pas toutes les énumérer, ça serait long, mais c'est plus de 25 000 exploitations qui sont accompagnées. Par rapport à ce qui a été dit, il y a une chose qui est importante et qu'on oublie souvent, j'ai l'impression, c'est l'humain. Et dans tout ça, c'est vrai que le groupe a une force. Et aujourd'hui, le réseau des chambres d'agriculture s'appuie sur des groupes parce que ça permet de dupliquer, je dirais, l'information. Et surtout dans l'échec, que ce n'est pas porté par une seule personne. Donc voilà, c'est, je dirais en résumé, le rôle majeur des chambres d'agriculture. Thomas Nem, vous travaillez sur la conduite des agro-écosystèmes et l'interaction entre les cultures et l'élevage, mais aussi sur le développement et le déploiement de l'agriculture biologique et les conséquences qu'aurait une généralisation de celle-ci dans les sols pour les changements d'usage des terres. Est-ce que pour vous, l'agroécologie est une pratique agricole qui peut être appliquée à grande échelle? Si oui, quelles pourraient en être les conséquences? Alors non seulement je pense qu'elle peut, mais je pense qu'elle doit s'appliquer à grande échelle. Si on veut réussir les grands objectifs, si on veut atteindre les grands objectifs qui nous sont fixés, le Green Deal européen mentionne 25% de la surface européenne conduite en agriculture biologique à l'horizon 2030, moins 50% de l'utilisation de produits phytosanitaires, moins 20% d'engrais minéraux. Et puis on sait qu'on a aussi l'accord de Paris relatif au climat qui nous impose de limiter drastiquement les émissions de gaz à effet de serre. Enfin, on doit, je pense, engager cette transition, voire cette transformation des systèmes agricoles vers l'agroécologie. Alors ça ne se fait pas forcément facilement et certainement pas d'un claquement de doigts. On y reviendra sans doute. Ce sont des transformations vraiment systémiques de la production agricole qui doivent être engagées, mais aussi de la transformation, de la collecte, de la transformation agroalimentaire, transition également des façons de consommer l'alimentation. On y reviendra certainement un peu plus tard. Alors, il y a plein de conditions pour y parvenir. Je pense qu'on y reviendra, il me semble, tout à l'heure, quant à ces conditions. Quant aux effets de cette transition agroécologique, certainement, je l'évoquais, la transition agroécologique, elle impose de diversifier les écosystèmes cultivés à plein d'échelles, à l'échelle des champs cultivés, donc diversifier les rotations, diversifier les espèces, diversifier les variétés, diversifier aussi l'aménagement des paysages, les bordures de haies, les fossés, les talus, les haies, diversifier également les paysages agricoles pour passer de paysages très très simplifiés vers des paysages avec beaucoup plus de diversité cultivée. Et ça a des conséquences pour la production alimentaire. Ça veut dire qu'on ne mangera peut-être pas demain exactement la même chose que ce qu'on mange aujourd'hui. Ça veut dire repenser le lien entre les cultures et les élevages, remettre des animaux là où il n'y en avait plus et peut-être déconcentrer les régions d'élevage où il y a beaucoup d'animaux, peut-être beaucoup plus que la capacité de charge des écosystèmes naturels. Voilà. Et donc, ça aura sans doute aussi des effets peut-être sur nos équilibres d'importation, d'exportation au plan national ou au plan européen. La France est actuellement elle est importatrice de surfaces agricoles, notamment de soja qui provient d'Amérique latine pour alimenter les élevages. Agroécologiser la production agricole, agroécologiser l'élevage, c'est sans doute réancrer les élevages dans les territoires et peut-être réduire notamment nos importations de soja. Vincent Bretagnol, peut-être que vous pouvez réagir à ce que nous a expliqué Laurence Rivel un peu plus tôt, les difficultés qu'elle peut rencontrer. Vous qui avez justement ce recul avec ces 30 dernières années d'expérimentation, qu'est-ce que vous en pensez ? Alors, je vais revenir un petit peu sur ces expérimentations parce que quand on a pour la première fois évoqué avec les agriculteurs de notre zone qui sont pour l'essentiel en céréaliculture plutôt intensive, on nous a objecté l'argument économique. Moindre production, moindre rendement, moindre revenu. Et donc, on a passé à peu près une dizaine d'années à expérimenter en grandeur réelle avec des exploitants sur leurs parcelles. Ce n'est pas du tout des expérimentations faites dans une station. Voilà. C'est vraiment à l'échelle des parcelles et des exploitations.
Et on a montré sur toutes les cultures qu'en fait, des réductions de l'ordre de 25 à 30, voire 40% d'utilisation d'azote et de produits phytosanitaires ne s'accompagnent pas d'une baisse substantielle de rendement et donc augmentent la marge des exploitants. Donc l'argument économique est plutôt en faveur de la transition agroécologique. C'est d'ailleurs des études qui ont été répliquées ailleurs. Il y a eu une analyse qui a été faite par le ministère de l'Agriculture qui a démontré qu'économiquement, effectivement, l'agroécologie ou l'agriculture biologique était rentable pour les exploitants. Et malgré tout, bien qu'ayant travaillé avec des centaines d'exploitations agricoles sur notre zone, très peu se sont engagés dans cette transition, y compris ceux qui ont réalisé ces expérimentations, qui ont vu de leurs propres yeux, effectivement, que réduire de 80 unités d'azote sur un champ de blé, ça ne s'accompagnait pas de réduction drastique de rendement. Même ceux-là ne se sont pas engagés dans ces transitions. Et ça indique tout simplement qu'il existe d'autres freins, que ce n'est pas le frein économique forcément qui est le frein majeur. Il y a des freins psychologiques, ce qu'on appelle l'aversion au risque. C'est risqué de changer. Et c'est risqué de faire confiance à la nature, en fait. Parce que la nature est assez imprévisible. Et c'est instable, un petit peu ce que on le vous voit en dites. ce moment. Oui. Voilà. L'agrochimie, c'est une assurance quelque part. Les solutions fondées sur la nature, il y a une prise de risque. Et donc, il faut accompagner cette prise de risque. Ça peut être accompagné psychologiquement. Il y a des agriculteurs qui sont plus ou moins averses au risque, on le constate. Ça peut être aussi accompagné économiquement. On est en train d'essayer de mettre en place un fonds mutualiste assurantiel avec des coopératives de notre secteur pour couvrir le risque économique de la transition. Alors, on parle de transition forte. Là, je parle de transition où l'agriculteur s'engage sur une réduction de 75%, voire 100% d'utilisation des pesticides, qui sera couverte par ce fonds mutualiste. Il a déjà été testé dans d'autres pays d'Europe. Et juste pour votre information, sur le maïs, par exemple, ce fonds mutualiste, donc, qui est géré par les agriculteurs, ce n'est pas une assurance, hein, ça représente, dans le cas qui a été étudié, donc 400 exploitations pendant 5 ans, 4 € par hectare et par an. Donc c'est tout à fait abordable. Alors, ça a été testé en Italie, c'est du maïs. Nous, on veut le tester sur du blé ou d'autres cultures dans les Deux-Sèvres. Donc ce côté aversion au risque, ce côté financier, je pense que c'est des freins absolument clés à lever. Et puis, ne nous le cachons pas, il y a aussi des freins du côté des filières qui ont des exigences de normes, de qualité de grains, de pureté, de taux de protéines et ainsi de suite. Donc, et ça renvoie à la question de l'alimentation, de la transformation. Donc c'est pour ça que c'est systémique, l'agroécologie. Et puis la dernière chose que je voulais évoquer, c'est que les politiques publiques sont aussi des freins. La politique aussi. agricole commune est un frein Absolument. aujourd'hui à la transition agroécologique. Donc voilà, il faut prendre en compte tous ces paramètres. Merci. Alors, on peut se demander quel type de solution pourrait être développée pour et par la filière pour affronter la crise climatique. Je vous propose d'écouter les propositions de l'agronome Marc Dufumier et de la journaliste et militante Marie-Monique Robin dans une vidéo qu'on a réalisée. On en parle après. Alors très clairement, notamment pour la Nouvelle-Aquitaine, hein, l'idée de ne pas faire trop de cultures d'été, hein, maïs, soja et autres, et de diversifier davantage les cultures d'hiver, de printemps, d'été, et peut-être davantage de céréales, davantage de légumineuses exigeantes en eau pendant la saison des pluies, c'est-à-dire l'hiver, et un peu moins évidemment pendant l'été. Je dirais que c'est quand même une des premières choses auxquelles il faut penser. Alors évidemment, on peut aussi envisager qu'à la place du maïs, on met du sorgho plus résistant au stress hydrique, pour être honnête, il y aurait eu moins de dégâts. Mais le seul changement de variété ne suffit pas, hein. C'est quand même la diversification des systèmes des cultures. C'est souvent aussi réconcilier de nouveau agriculture, élevage, remettre les animaux sur la paille, fabriquer du fumier, fabriquer de l'humus. L'humus va retenir l'eau. Évidemment, l'eau qui nous est donnée gratuitement, le peu d'eau qui nous est donnée gratuitement, eh bien, c'est l'eau de pluie, mais faire en sorte qu'elle ne ruisselle plus, qu'elle s'infiltre dans les sols, qu'elle soit retenue à hauteur des racines par l'humus des sols. Et fabriquer de l'humus dans les sols, c'est quand même associer éventuellement des céréales et des légumineuses dans un même champ simultanément, c'est aussi remettre de l'élevage, remettre les animaux sur la paille, fabriquer du fumier, le restituer au sol. Ça fabrique de l'humus et c'est quand même l'humus qui retient l'eau à hauteur des racines dans un sol
si on arrête le maïs intensif, évidemment qu'on peut faire plein d'autres choses. D'ailleurs, dans les Deux-Sèvres, je connais plein d'agriculteurs qui font déjà ça, d'agriculture biologique, diversifiée, et qui en vivent très bien d'ailleurs, hein, parce qu'ils vendent souvent en circuit court, enfin, etc. Donc on peut faire plein d'autres choses, à la fois des légumes, mais aussi du blé de qualité pour faire du pain de qualité avec des variétés anciennes. On peut faire replanter des arbres, on peut avoir des arbres fruitiers. Enfin, vous voyez, un modèle diversifié qui rende chaque ferme autonome et qui permette de vraiment utiliser les ressources naturelles, le sol, l'eau, le soleil, de manière durable véritablement et sans dépendre d'aucun intrant extérieur. Il y a effectivement urgence aujourd'hui de mettre en place des systèmes qui permettent de gérer au mieux les aléas climatiques et en particulier quand même ce qui est arrivé et ce qui nous est prédit dans l'avenir, une fréquence et une intensité accrue des accidents climatiques extrêmes, type canicule, sécheresse, mais aussi, attention, ça peut être des inondations. Mais je rappelle que si on change de modèle agricole, si on quitte, on abandonne ce modèle agro-industriel dépendant des énergies fossiles, etc., qui contribue largement au dérèglement climatique, c'est quand même quelque chose d'incroyable. L'agriculture devrait, par définition, capter du carbone, alors qu'avec ces monocultures, ces grands champs, comme on voit en ce moment partout dans la campagne, nus, eh bien, ça émet du carbone et voire du méthane avec les élevages industriels de bovins, par exemple. Donc, c'est clairement, si on prend les bonnes mesures et qu'on accompagne cette transition agricole, ça sera bon pour le climat, ça sera bon pour la biodiversité. Je rappelle qu'on est dans la 6e extinction des espèces et que le modèle agro-industriel contribue largement à l'extinction de la biodiversité, non seulement en Amazonie, dans les zones tropicales, comme je l'ai montré d'ailleurs dans différents films, dont le dernier, le livre aussi, La fabrique des pandémies, mais aussi chez nous. Et puis, ça sera bon aussi pour la santé globale, la santé des écosystèmes, la santé des animaux sauvages et domestiques et la santé des humains. Alors, il existe effectivement quand même... Je vais vous poser la question d'abord, Laurence Rival. Que pensez-vous de ces solutions proposées? C'est vrai que ça a l'air simple quand on le voit dans ces vidéos. Qu'est-ce que vous en pensez à votre échelle, justement? Bon, non, justement, je trouve qu'il y a beaucoup de choses à aborder et que c'est pas simple. Enfin, quand on est sur le terrain, on revient pas sur le fait qu'il y a un changement climatique. Là, moi, où je suis un peu sceptique sur le fait que même si on devenait voilà, plus aucun intrant, plus rien de très éco, on va dire responsable, si tout le monde aime bien ce terme-là. Sincèrement, on changerait pas. C'est pas la France au niveau agricole qui changera le problème du dérèglement climatique. On peut apporter, oui, il faut vis-à-vis de l'eau, la biodiversité, le bien-être des hommes, des animaux, ça je suis d'accord. Aller jusqu'à dire qu'on changera, nous, à notre petite échelle, ça, bon, voilà, ça, non, sincèrement, moi je trouve que ça, c'est pas très crédible. Mais non, c'est compliqué parce que, bon, mais c'est pour ça qu'il faut qu'on soit aidé. Je sais pas si... Parce que, bon, moi, je fais actuellement, depuis quelques années, partie d'un groupe défi qui est animé par la Chambre d'agriculture. Donc, c'est régional, hein, je prends un exemple régional. Et ça m'a permis, en quelques années, donc c'est une quarantaine en Dordogne de viticulteurs qui se rencontrent. Donc, on voit ce que font les autres. Et le but, c'est vraiment de réduire tous les intrants extérieurs, qu'ils soient phytosanitaires ou engrais. Et ça fait une émulation. Donc, on voit plein de choses qui se font dans la région. Et donc, il y a un apport, et ce qui fait que, voilà, en quelques années, j'ai pu trouver le matériel adéquat pour ne plus utiliser le glyphosate. Donc, on travaille sous le rang avec un outil mécanique. On n'utilise plus ce tracteur. Donc, voilà, il n'y a jamais rien, en fait, d'idéal, puisqu'on consomme... à ce moment-là, il y a plus de CO2, en fait, voilà, dans l'atmosphère. Voilà. C'est un juste milieu qui est compliqué, quand même, à avoir. Et ce n'est pas simple, non. En tout cas, en viticulture, voilà, moi, je ne fais pas de céréales. En viticulture, on a une production qui est très longue. Voilà, quand on la plante, c'est pour 20 ans, 25 ans, et c'est compliqué à faire évoluer. Donc, on le fait, hein, je veux dire, mais voilà, c'est pas une culture annuelle qu'on peut semer, ressemer, voilà, qu'on peut tester. Voilà. Jean-Philippe Granger, vous êtes aussi producteur donc, de céréales. Qu'est-ce que vous en pensez? Vous me donnez combien de temps? Non, c'est... Moi, je voudrais revenir sur ce qui a été dit dans le document, enfin dans la vidéo. Il y a deux discours. Il y a une personne qui nous présente des solutions techniques et économiques. Et j'estime que de l'autre côté, on a un discours militantisme. Donc sur le discours militantisme, je ne vais pas, mais chacun est libre de penser ce qu'il veut.
Sur la partie qui nous a été présentée, je partage les éléments par rapport à, malheureusement, avec moins d'eau, les cultures d'été, ça va être plus compliqué. Mais on en a quand même besoin dans un système agroécologique. C'était une plante sarclée dans les rotations et tout, donc faut pas le jeter complètement. On en a besoin sur l'alimentation animale. Aujourd'hui, c'est quand même une culture qui apporte énormément d'énergie, qui est intéressante sur la production animale. Je partage pleinement ce qui a été dit par rapport au fumier, par rapport à la matière organique, je ne vais pas revenir dessus. Je suis un peu plus sceptique sur le fait de remplacer le maïs sur le sorgho, parce qu'on a vu cette année qu'avec des très fortes températures, là c'est pas le problème hydrique, c'est le problème stress thermique. Un maïs semé dans de bonnes conditions très tôt, puisque le réchauffement climatique nous permet aussi d'avancer les dates de semis, même sans irrigation. Eh bien, il fera peut-être mieux qu'un sorgho sans irrigation semé au mois de mai, juin, parce qu'il va avoir un stress thermique au moment où il va mettre, je dirais, la fleur et alimenter. Aujourd'hui, c'est le constat qu'on a fait sur cette année-là. Donc, ne jetons pas encore le maïs. C'est la céréale la plus cultivée au monde et qui est la base de la nourriture de beaucoup de pays. Donc, voilà, il y a un procès contre le maïs, mais bon, on le connaît. Voilà, moi, je dis c'est une belle plante, elle stocke du carbone et le seul défaut qu'elle a, c'est qu'elle a besoin d'eau quand il fait sec. C'est dommage, mais sinon, c'est une très belle plante. Voilà par rapport à ça. Autre point que j'ai noté. Ah oui, l'élevage. Donc là, si vous voulez, je pense que quand on parle agroécologie, quand on parle agriculture, il faut parler en 3 dimensions et maintenant même en 4 dimensions. Les 3 dimensions, avant, c'était l'environnement, l'humain et l'économie. Et aujourd'hui, on a une 4e dimension avec le changement climatique qui, pour moi, n'est pas forcément... c'est le résultat de mauvaises actions sur l'environnement. Mais c'est un 3e élément. Et aujourd'hui, ce changement climatique, des choses qui étaient vraies hier ne le sont plus aujourd'hui. Et la prise de risque devient encore plus importante. Donc voilà. Et sur la partie humaine, aujourd'hui, l'élevage, c'est très bien. Je suis producteur de lait. J'ai installé un jeune orcade familial. On souhaiterait trouver un 2e jeune pour commencer à préparer mon départ. Quand vous dites que vous avez l'élevage, et surtout des vaches laitières qu'il faut traire matin et soir 365 jours sur 365 jours, et bien là, les jeunes, voilà, c'est moins bien. C'est moins bien. Donc voilà, donc quand on travaille en 3D, c'est compliqué, alors en 4 dimensions, c'est encore plus compliqué. Marc Dufumier, comme Marie-Monique Robin, prône la fin de la monoculture au profit d'une agriculture plus diversifiée. Qu'en pensez-vous, Thomas Nem, justement, d'avoir une agriculture diversifiée ? Mais comme je l'évoquais, c'est la clé. Hein. La diversification des systèmes agricoles, c'est la clé. Diversification des variétés, ne pas cultiver les mêmes variétés parce qu'elles vont avoir des réponses différentes, par exemple, aux événements climatiques. Ça veut dire en fait ne pas mettre tous ses œufs dans le même panier. Donc, s'offrir un peu moins d'exposition au risque. C'est la diversité des espèces cultivées également qu'on va faire alterner dans des rotations, de sorte à perturber le cycle des maladies, perturber le cycle des ravageurs, des adventices, ce qu'on appelle encore quelquefois les mauvaises herbes. C'est associer des espèces entre elles, associer des légumineuses et des céréales. La légumineuse va fixer de l'azote et elle va permettre de nourrir la céréale, notamment en azote. Et puis c'est diversifier, comme je l'évoquais tout à l'heure également, les paysages, les bordures de haies, les bordures de parcelles, les haies, les talus, les fossés, mais aussi diversifier les paysages, n'avoir pas qu'une espèce cultivée dans un paysage, mais au contraire avoir des patchs de diversité d'espèces cultivées dans les paysages, et puis mixer culture et espaces forestiers par exemple. Donc ça c'est vraiment, il me semble, la clé. Et puis j'aurais pu rajouter également le fait que c'est avoir des couverts installés sur les sols, comme l'évoquait Mme Rival tout à l'heure, de sorte à capter l'énergie lumineuse qui parvient, produire de la biomasse et la restituer au sol pour augmenter les stocks de carbone des sols, augmenter l'humus du sol, ce qui a plein de propriétés pour rendre les sols plus vivants, mais aussi pour les rendre plus résilients vis-à-vis du stress hydrique. Et puis, ces couverts, ils permettent aussi de ralentir le cycle de l'eau et donc de favoriser l'infiltration de l'eau dans le sol pour remplir, pour recharger la réserve en eau des sols. Donc ça, c'est les principes de base. C'est vraiment les principes techniques et agronomiques que par exemple, Marc Dufumier a mentionné. Ça vient avec quelques difficultés quand même. La première d'entre elles, c'est que ça rend les systèmes plus
technique. Ça rend les systèmes plus compliqués à conduire. C'est ce qu'évoquait Madame Rival également tout à l'heure. C'est-à-dire que si on cherche à moins utiliser de produits phytosanitaires, ça veut dire qu'on va chercher à moins homogénéiser, uniformiser les écosystèmes agricoles. On va rendre finalement les caractéristiques locales du terroir, des sols, des climats plus présents. Le sol, la diversité des sols va plus s'exprimer. Ça veut dire qu'il va falloir s'adapter à des contextes qui seront tous un peu différents. Donc c'est beaucoup plus d'observation fine. Et puis c'est savoir aussi jouer avec cette diversité. Donc ça, c'est un vrai savoir-faire. Et ça vient avec une capacité d'observation, être plus présent dans ces champs, plus souvent les regarder. Donc c'est des vrais savoir-faire. Et puis c'est aussi peut-être plus complexe également à gérer en termes de charge de travail. Et moi, je crois fortement au rôle que peut avoir l'élevage pour assurer cette diversité dans les paysages. Et Jean-Philippe Granger le mentionnait, l'élevage, c'est pas rien en termes de travail. Hein. C'est très prenant, c'est une attention un peu de tous les jours. Donc voilà, ça vient aussi avec ce genre de difficultés qu'on peut voir aussi comme des challenges et comme à nouveau une incitation à injecter de l'agronomie. Ça rend le métier d'agriculteur ou d'agricultrice peut-être plus stimulant aussi, plus exigeant, mais aussi plus stimulant, plus enrichissant, et ça redonne du sens au métier. Vincent Bretagnol, oui, pardon. Allez-y, je vous en prie. Non, je voudrais réagir par rapport, je partage pleinement ce qui a été dit. Et une petite anecdote, je vais vous citer l'exemple des agriculteurs, du groupe d'agriculteurs qui avaient mis pas mal d'actions en place dans le Sarladais. Et au niveau de la Chambre d'agriculture de Dordogne, il en avait dit, super, on va animer d'autres groupes sur un autre secteur du département et on va appliquer ça. Et on s'est aperçu, ce n'était pas le même type de sol, ce n'était pas les mêmes conditions pédoclimatiques, comme on dit. Et donc, il a fallu qu'on modifie. Et le deuxième point que je voudrais rajouter, un des problèmes aussi par rapport à tout ce qu'on dit aujourd'hui, c'est l'espace-temps. Vous l'avez dit, c'est énormément d'observations. Donc ça veut dire que ce qu'on met en place, avant d'être, je dirais, au top, de bien maîtriser son sujet, il va falloir, je dirais, minimum entre 5 à 10 ans, quoi. Et voilà. Et là, se pose le problème d'accompagnement. C'est ce que vous disiez, vous avez raison. L'accompagnement et le problème économique. Donc le système assurantiel est très intéressant derrière. Justement, Vincent Bretagnol, au niveau de cette temporalité, qu'est-ce que vous pouvez nous dire ? Alors moi, je ne crois pas qu'on ait 5 ou 10 ans devant nous. Je pense que les choses s'accélèrent de manière absolument spectaculaire. Et pour les scientifiques qui font de la modélisation du scénario, ce n'est pas vraiment une surprise. Je dis très souvent que le printemps et l'été qu'on vient d'avoir, qui ont été vécus comme exceptionnels, seront la moyenne dans une dizaine d'années. Et donc je vous laisse imaginer ce que sera un été exceptionnel dans 10 ans. Voilà. Donc voilà où on en est aujourd'hui. Donc je pense qu'il ne faut pas perdre de temps. On n'est pas obligé d'arriver à tout faire en 1 ou 2 ans, mais il faut absolument engager sur plusieurs fronts. C'est vraiment multitâche. Ces transitions que je qualifie moi personnellement plutôt de transformation au stade où on en est aujourd'hui. Après, par rapport aux différentes interventions qu'il y a eu, en fait, techniquement, on a le panel des solutions devant nous. Enfin, je vais presque prêcher contre ma propre chapelle. Je ne pense pas qu'on a besoin de beaucoup de recherche aujourd'hui en agroécologie sur le plan des pratiques et même des systèmes de culture, l'élevage. Voilà. Elles ont été listées, les solutions, elles existent. Elles doivent être déclinées localement, par contre. Donc c'est plutôt de l'ingénierie. Il faut absolument... Les principes, les processus clés qui sont écologiques ou agronomiques sont connus, on sait ce qu'il faut faire. Par contre, il faut décliner localement, techniquement, à quoi ça doit ressembler. Et par contre, en termes de recherche, il y a un très gros enjeu devant nous, c'est que c'est de l'ingénierie humaine. C'est-à-dire comment on provoque le changement. Voilà, on connaît les outils, et bien qu'on démontre qu'ils fonctionnent, ce qui nous est arrivé sur notre zone, le changement ne s'enclenche pas tout seul. Voilà, donc là, c'est des changements de modèle économique, aussi bien du côté des agriculteurs que des coopératives. Quand on dit une coopérative, enfin, si on s'engage vraiment massivement, ce que j'espère, dans la transition agroécologique, ce qui veut dire réduire l'azote, réduire les produits phytosanitaires. C'est du manque à gagner du côté des coopératives. Bon, donc comment on fait ? Et si on ne trouve pas une solution ou un accompagnement, ils vont freiner quelque part. Ce n'est pas dans leur intérêt. C'est aussi potentiellement de la perte de rendement chez les agriculteurs.
on est en train de travailler sur des scénarios d'élevage tout à l'herbe pour les bovins, à la fois lait et viande. Un scénario tout à l'herbe pour des bovins laits, c'est peut-être moitié moins ou un tiers de production laitière. Au moins moitié moins, d'après les calculs. Hein. Bon, en tout cas, c'est une baisse très substantielle. Donc, comment est-ce qu'on accompagne tout ça? Une option, c'est celle qu'on essaie de développer, à part le risque assurantiel mutualisé. Une option, c'est des productions à très forte valeur ajoutée, donc pour l'alimentation humaine. Ça veut dire repenser l'élevage. Aujourd'hui, peut-être en Poitou-Charentes, 60 à 70% de la production de céréales, non seulement c'est pour l'export, et en plus c'est pour l'alimentation animale. Donc on peut peut-être produire beaucoup moins de blé, avoir plus de prairies, mais ce blé, il est destiné à l'alimentation humaine, il a un prix de vente qui est beaucoup plus élevé. Et donc ça veut dire repenser, quand on parle de refonte systémique, c'est pas juste ah ben on va mettre du fumier et puis il n'y a qu'à mettre des vaches. C'est un peu plus compliqué que ça. C'est le système complet économique, financier qu'il faut repenser. Et là, je pense qu'il y a besoin de recherche, du coup, parce qu'aujourd'hui, on ne sait pas faire. J'aimerais donner la parole au public. Je ne sais pas si vous avez des questions sur cette première partie de conférence. Ah, on a une question, deux questions. Je ne sais pas qui... Bonjour, eh bien, je suis le premier, alors c'est toujours délicat, hein. C'est la première question qui est la plus délicate. Donc je me présente d'abord. Didier Oriou, moi je suis exploitant agricole, c'est comme ça qu'on dit à la retraite maintenant, mais paysan en activité. Je suis ici en tant que coprésident d'Impact Nouvelle-Aquitaine. Alors Impact, c'est une initiative pour une agriculture citoyenne et territoriale qui regroupe les délégations régionales, on va dire, des ONVAR, des organisations nationales à vocation agricole, l'AFNAB, donc la FRAB en Nouvelle-Aquitaine. Je ne vais pas vous faire la déclinaison régionale. Donc la FNAB, le réseau FADEAR, le réseau Terre de Liens, le réseau CIVAM et d'autres, et des structures locales, des associations locales. Donc moi, ce que je voulais vous dire, c'est que bon, j'abonde plus du côté de M. Bretagnol, qui nous connaît un peu d'ailleurs, il me semble, que sur d'autres façons de travailler. Donc voilà, nous, ça fait, on va dire, une trentaine d'années qu'on travaille tous ces systèmes, hein, dans nos réseaux, quels qu'ils soient. Que ce soit bio, FNAB, ou CIVAM, agriculture durable, ou FADEAR, agriculture paysanne. Donc c'est un peu dommage qu'on... Je regrette qu'on n'ait pas été invité déjà, parce que nous sommes localement sur tous les départements. Il y a des animateurs, on parlait de moyens humains, il y a des animateurs sur tous les départements. Donc c'est très difficile de prendre cette discussion comme ça, poser une question. J'espère que cet après-midi, on pourra faire des ateliers où on débattra de ça plus précisément. Là, ça serait trop long à partir dans le travail qu'on fait, l'autonomie des systèmes agroécologiques, le système économique autonome, etc. Bon, monsieur le directeur de la Chambre régionale, le président, pardon, de la Chambre régionale connaît aussi notre travail. Et voilà, donc moi, c'était juste le regret qu'il n'y ait personne de nos réseaux. Je sais pas, il y a peut-être des gens d'AgroBio-Périgord ici, j'ai pas pu voir, je ne sais pas trop. Bon, déjà, il y aurait eu AgroBio-Périgord, ça aurait été bien. Terre de Liens, il y a quelqu'un de Terre de Liens. Voilà, donc moi, c'était juste pour vous dire que c'est du travail qu'on fait régulièrement depuis très longtemps. Et enfin, on commence à en parler. Donc, jusqu'à présent, moi, ça fait 50 ans que je suis dans l'agriculture. On nous a beaucoup poussé à travailler pour les filières, enfin en se spécialisant. Maintenant, il faut revenir en arrière sur tout ça, c'est fini. On travaille pour les filières, il y a besoin d'agneaux de Pâques, on fait des agneaux à Pâques, il y a besoin de ceci, de cela. Bon, bref, donc je suis content que ça se déroule ici, en Dordogne, bien que ce soit un département tout à fait emblématique. Hein, voilà, dans un autre département plus dur, ça aurait été peut-être plus difficile de faire passer le message. Ici, il y a tout. En Dordogne, c'est relativement riche et c'est resté varié. Bon, je m'arrête là.
Monsieur? C'est déjà allumé normalement. Top. Yannick Segui, merci à tous. Merci au Crédit Agricole, merci à tous les intervenants. Aucune question. Juste vous donner peut-être un message d'espoir, puisque l'agroécologie, vous en avez rêvé, nous on l'a fait à partir de 2014. J'ai l'honneur de diriger le groupe coopératif SOCAV, dont le cœur de métier est la fraise. C'est 2500 tonnes de fraises, dont 60% en pleine terre. Jean-Philippe peut le confirmer, puisqu'il est assez régulièrement dans nos assemblées générales, il nous connaît. Moi, je voudrais juste revenir sur 2-3 points qui ont été évoqués. Le premier, et fort intelligemment par Frédéric Delmarès, cessons de grâce d'opposer les uns et les autres, de dire ça c'est bien, ça c'est pas bien. Qui est-on pour s'opposer à un juge? Donc oui, il faudra du temps. Oui, les agriculteurs sont capables de dépasser beaucoup de choses, y compris culturellement, à partir du moment où ils pourront décemment vivre de leur métier. Alors, pour ceci, des changements de paradigme sont nécessaires, qui ont commencé à s'enclencher. Alors, effectivement, le directeur de l'ADI précisait que dans une période inflationniste, ça serait d'autant plus compliqué, parce que, ne nous leurrons pas, le consommateur cherche le prix. On a beau faire des prophéties incantatoires, et les distributeurs aussi, de facto, on s'adapte. Nous produisons en agroécologie, parce qu'à l'époque, nos producteurs, culturellement, étaient dans le conventionnel. Je tiens à préciser que le conventionnel en France est le plus vertueux du monde. Je ne suis pas là pour défendre ni l'un ni l'autre, puisque nous pratiquons les deux, à 50-50. Mais nous étions convaincus, dans notre organisation de producteurs, qu'il fallait évoluer. Évoluer pour amener de la conscience écologique, de la protection déjà en premier lieu pour l'agriculteur, parce que, mine de rien, c'est leur peau qui joue quand ils manipulent des produits phyto. Donc on a beau mettre tout ce qu'on veut en place en matière de sécurité, hygiène et conditions de travail, d'équipement, c'est leur peau qu'ils ont joué. Et nombre sont les exemples où il y a eu des développements de cancer, etc. Ne les prenons pas pour des demeurés ou des fous. Premier point. Deuxième point, l'agroécologie, en fait, c'est un changement culturel. Après le consumérisme, y a-t-il autre chose? Oui. Oui. Nous produisons aujourd'hui 300 tonnes de fraises. Et les changements climatiques, Jean-Philippe, on les a pris plein fer. C'est pas lié, parce que la fraise, c'est de l'eau aussi. Hein. Mais je laisserai à disposition mon responsable technique cet après-midi. Vous pourrez le torturer. Il vous déclamera tout ce qu'il peut déclamer en matière d'agroécologie. Oui, nous la pratiquons. Oui, pour le plus grand bonheur des producteurs. Oui, et surtout et avant tout, pour le plus grand bonheur des consommateurs. Parce qu'enfin, vous allez redécouvrir des produits qui viennent du sol. Wow, super nouvelle. Qui viennent du sol, qui ont un terroir, l'humus de châtaignier, et qui ne viennent pas en hors-sol. Attention, nous faisons aussi du hors-sol. Mais on peut le faire en réduisant et en annulant, comme le disait monsieur le chercheur au CNRS, les pesticides de synthèse, puisque nous garantissons à nos clients, dont une grande enseigne qui nous a aidés depuis 2014 pour que nous y arrivions, le zéro pesticide, zéro résidu de pesticides de synthèse de la fleur à l'assiette. Donc ça, c'est bon. C'est bon, mais par contre, et à la différence de M. Breteugnol, il y a un différentiel au niveau rendement. Pas forcément énorme, mais par contre très chronophage, parce que la main de l'homme réintroduite pour le désherbage, pour ceci, pour cela. Aujourd'hui, la majeure partie de nos producteurs sont certes HVE3, mais pas que. Nous sommes bee-friendly, donc on peut effectivement aujourd'hui
Il n'y a aucune opposition entre modèle économique, mais il faut des changements de paradigme et culturels, et comportementaux, et techniques. Et oui, Jean-Philippe a raison, Laurence a raison, il nous faudra du temps. Nous, on a anticipé, mais ne demandons pas en marche forcée à tout le monde de se faire harakiri, parce qu'aujourd'hui, en période d'inflation, ça va être très, très difficile. Exactement. Merci infiniment à tous. Merci. Je crois qu'il y a une dernière question, une petite dernière question. Et puis de toute façon, il y aura une autre session de questions-réponses. Hein. Pour monsieur. Merci. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Merci pour l'invitation, déjà pour commencer. Alors moi, je me présente très rapidement. Je suis ici pour deux structures. Une structure qui s'appelle Les Butinaires du Bonheur, où on travaille sur la biodiversité et l'introduction de pollinisateurs, et non pas pour faire du miel, mais justement vraiment pour avoir des pollinisateurs d'une manière générale. Et une deuxième structure qui s'appelle Aura du Sol, où en fin de compte, on est rentré dans la problématique de la gestion de la matière organique il y a une quinzaine d'années par le spectre de la gestion des déchets. Et la question et la réflexion que je veux amener à aujourd'hui, c'est une véritable question suite à la remarque de M. Bretagnot par rapport au changement de modèle économique. Je pense qu'il y a un changement de modèle économique, mais également un changement de modèle social qui est nécessaire. Est-ce qu'à un moment, on ne serait pas capable de décloisonner et de ramener les problématiques des uns par rapport aux problématiques des autres? La matière organique, aujourd'hui, elle est traitée comme un déchet par l'ensemble de la société, alors qu'il y en a un besoin crucial dans les sols agricoles. Comment est-ce que l'on décloisonne? Alors, on travaille aujourd'hui avec le PAT et les fonds leaders sur le pays du Grand Libournais, par exemple. On peut faire la même chose sur d'autres pays, surtout que nous, on est sur le pays du Grand Bergeracois. Il y a une véritable volonté de retravailler avec les agriculteurs en direct. De la matière organique à disposition, il y en a. Ça coûte énormément cher à la collectivité et à aujourd'hui, vous en avez besoin. Comment est-ce qu'on fait aujourd'hui pour faire sauter ces segments? Et la dernière petite réflexion que j'allais faire, c'est ça m'a juste amusé le début de réunion. J'ai entendu 25 fois le mot transition. Je voulais juste rappeler qu'en 1985, il y a 18 ans, il y a 18 ans, Rob Hopkins crée le mouvement de la transition au niveau des villes en transition. Ça fait 18 ans que ce terme a été mis en avant par rapport à la problématique qu'on vit aujourd'hui. Ça fait 1 an ou 2 que ce terme est repris un petit peu de façon collégiale par l'ensemble de la société. Alors oui, on doit travailler sur le changement, l'accompagnement au changement. C'est une nécessité, vous l'avez tous évoqué, et ça me paraît essentiel. Et là, aujourd'hui, j'ai le sentiment que le fait que toute la société reprenne le mot transition, nous avons passé l'étape de déni, et nous rentrons dans la deuxième étape, qui est l'étape de négociation. Alors on l'entend, c'est-à-dire qu'à un moment, il y a les problématiques inflationnistes, il y a les problématiques de changement d'habitude, il y a toutes ces problématiques, et tout le monde essaie de négocier à quel moment est-ce qu'on va devoir vraiment faire la transition. Mais je pense qu'on va bientôt passer dans l'étape d'acceptation et d'épanouissement. Donc je suis plutôt positif par rapport à la situation. Est-ce que vous voulez répondre? Oui, très, très rapidement. Alors déjà, nous, on parle plutôt de transformation. Donc, il y a eu l'adaptation, ça c'était il y a 30 ans. La transition, c'était il y a 10-15 ans, effectivement. Et aujourd'hui, je crois qu'on est plutôt dans la transformation parce qu'en fait, c'est l'ensemble du système qui va être en transition. Et ça, c'est plutôt la définition de transformation. Après, par rapport à ce que vous venez de dire par rapport à la matière organique, je suis évidemment complètement d'accord. En fait, les écosystèmes recyclent absolument tout. Il n'y a aucun déchet dans un écosystème. Tout est réutilisé. Et donc, c'est ça qu'il va falloir qu'on arrive à reconstituer à travers ce qu'on essaye, nous, de faire, c'est l'interdépendance, en fait. Les gens, les acteurs, humains et non humains, la société et les écosystèmes, toutes ces entités dépendent les unes des autres. Il faut recréer ces relations d'interdépendance, mais de manière très positive. L'interdépendance est positive, en fait, dans ces systèmes qu'on essaie de recréer. Merci beaucoup. Merci pour ces premières questions. Nous allons entrer dans la deuxième partie de cette conférence, de notre débat. Je vous propose de nous interroger sur la place des agriculteurs et leur potentielle réticence aussi face à ce nouveau modèle. Nous avons posé la question à nos deux intervenants donc vidéo, Marc Dufumier et Marie-Monique Robin. Alors il existe effectivement quand même beaucoup de résistance, de réticence de la part de la profession agricole d'une façon générale. Bon, il y a des exceptions, il y a des gens déjà acquis à l'idée de produire mieux, peut-être un peu moins, mais beaucoup mieux en France et en Nouvelle-Aquitaine. Mais il y a des réticences. Les unes sont très directement économiques, parce que quand un agriculteur s'est très lourdement endetté, que ce soit des moissonneuses-batteuses ou que ce soit des robots de traite, si je commence à dire qu'il faudrait diversifier
et les assolements, il faudrait allonger les rotations. L'idée de devoir éventuellement trouver d'autres équipements pour d'autres cultures, alors qu'on est très lourdement endetté, eh ben, c'est quand même très difficile pour un agriculteur lourdement endetté de dire je vais sortir de ma spécialisation, je vais recommencer à diversifier, quitte à travailler un peu davantage. Je suis persuadée qu'il y a plein d'agriculteurs dans ce pays qui seraient prêts à aller dans ce sens-là. Je rappelle que la moitié des paysans de notre pays ne vivent qu'avec 500 € par mois, d'accord ? Après, il y a les gros de la Beauce qui ont des châteaux en Brésil, ce n'est pas une légende, je les ai vus de mes propres yeux, n'est-ce pas, qui mettent jamais les pieds dans leur champ, qui font travailler des gens qui passent les pesticides, etc. Bon, cela, ce sera aussi un obstacle, mais il va falloir aussi faire un travail de pédagogie, c'est-à-dire qu'on est tous dans le même bateau, et moi je dis plutôt on est dans un Titanic, et le Titanic il fonce là, très clairement, vers l'iceberg, et il faut que tout le monde comprenne, y compris ceux qui profitent à très court terme de tout ce modèle productiviste, croissanciste. Moi j'ai fait un film et un livre, Les Sacrées Croissances, déjà là-dessus, il y a 8 ans, n'est-ce pas? Ceux qui en profitent à très court terme, et qui sont un peu hors sol, vous savez, comme les cochons des élevages intensifs, qui ne voient pas ce qui se passe autour d'eux parce qu'ils sont dans un autre monde. Alors moi, je ne leur jette même pas la pierre, mais à un moment, je leur dis, écoutez-nous, quoi. Écoutez tous ceux qui disent qu'il est urgent de changer de cap, et notamment de changer de modèle agricole, parce que c'est vraiment un levier très puissant. Sortir de cette logique productiviste, c'est comprendre que parfois, produire moins à l'hectare, un peu moins, mais beaucoup mieux, en détruisant moins, on accroît la valeur ajoutée, et en plus, on rend des services environnementaux, on a une alimentation saine, c'est parfaitement conforme à l'intérêt général, nourrir correctement et durablement l'humanité, ça devient impératif. Et ça, donc, mais l'idée même, toujours améliorer un rendement, c'était toujours la croîte, et la mauvaise herbe était mauvaise. Ces jugements de valeur qui ont été un peu portés rapidement, voilà, sur qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui est mal. Il nous faut revoir notre conception de l'économie. Il faut être très clair. Non, nos filières bas de gamme, nos filières issues de l'agriculture industrielle aujourd'hui ne sont rentables ni pour la nation, ni pour le paysan. Il y a un taux de suicide quand même important dans la profession agricole. Ça témoigne bien que les paysans ont été trompés, au fond, par ce mythe de l'agriculture productiviste. Et aujourd'hui, effectivement, il n'y a pas d'autre issue. Il faut arriver à convaincre les agriculteurs réticents de montrer que, y compris pour leur propre revenu monétaire, ils étaient dans une impasse. Il faut impérativement en sortir. Laurence Rival, vous doutiez que j'allais vous interroger. C'est pas gentil. Non, mais notamment sur cette question soulevée financière, d'achat de matériel, d'investissement. Qu'est-ce que vous pouvez nous en dire ? Déjà, il faut choisir le bon matériel, ce qui est compliqué, puisque, comme disait Jean-Philippe, suivant la région et votre sol, ça peut marcher à un endroit et pas chez vous. Donc, d'où le fait d'avoir des gens qui nous accompagnent pour justement voir les choses. Et après ça, oui, le côté économique, même si on est obligé d'y aller, est primordial, parce que de toute façon, alors nous, le côté surproduction et autres, on est en AOP, en vin de Bergerac, donc ça, nous, ça fait quelques années qu'on est passé du côté, on va dire, qualité, mais bon, donc on produit beaucoup moins. Mais la plus-value après, bon, des fois, on l'attend. C'est pas forcément, en fait, en corrélation. Et il y a quand même des aides régionales, faut avouer, je veux dire, ça nous aide. Moi, j'ai acheté le matériel pour travailler sous les pieds, pour éviter le glyphosate, grâce aussi à la région qui m'a aidé financièrement pour l'acheter. Voilà, non, mais il faut le dire, c'est important. On est là aussi pour dire les choses et c'est très important. Parce que, comme a dit votre sujet ou autour de la table, on investit déjà beaucoup, on améliore les choses. Et oui, si on n'a pas d'aide pour faire ça en plus, ça peut être compliqué. Enfin, par rapport à la question sur le matériel, la mécanisation, pour moi, le frein, il n'est pas là. Aujourd'hui, si on regarde tout ce qui est fait en innovation par rapport à tout ce qui est environnemental, aujourd'hui, au niveau de la Nouvelle-Aquitaine, il y a un engagement fort de la région pour accompagner les investissements. On peut développer ça, je dirais, en achetant en commun. Donc aujourd'hui, et vous savez, les agriculteurs, malheureusement, la ferraille, c'est un peu ce qui les perd. Donc ils aiment ça. Donc pour moi, le frein, il n'est pas là du tout. Il y a le suicide qui a été abordé. Moi, je pense que le problème au niveau de l'agriculture, l'évolution qu'il y a eu, notamment avec l'agrandissement de nos exploitations,
et l'appauvrissement, j'insiste sur le volet social, où on a aujourd'hui des exploitations qui reposent sur une seule personne. On est sur de l'unipersonnel, et donc forcément vous avez la tête dans le guidon, donc déjà la prise de risque, eh bien, vous ne voulez pas la prendre parce que vous êtes tout seul et tout ça. Le problème du temps de travail et je dirais le moindre petit problème qui se met en travers, tout de suite vous pouvez basculer. Et je crois que, voilà, souvent, quand on parle de changement de modèle et tout ça, on dit l'agriculture, mais je crois que vous l'avez dit, c'est tout qui doit changer. Tout à l'heure, vous parliez de mon exploitation. Je me suis engagé, on avait travaillé avec Bordeaux Sciences Agro et je m'en réjouis. Dans les cultures, les nouvelles cultures, c'est très bénéfique pour la terre, c'est très bénéfique pour l'environnement, mais à un moment donné, ces cultures, il faut que quelqu'un les consomme. Et il faut que quelqu'un les achète. Parce que moi, je veux bien produire quelque chose, mais si personne ne l'achète, si personne ne le consomme, ça a d'intérêt que pour l'environnement. Et donc, c'est vrai que derrière, c'est le modèle, je dirais, de la transformation industrielle et aussi le consommateur qui doit changer ses habitudes de consommation. Donc, je veux dire, on est tous liés. Donc, je veux bien que l'agriculteur, il fasse pas ce qu'il faut, mais à un moment donné, ça ne sert à rien de l'engager dans un truc si on ne consomme pas. Aujourd'hui, j'ai le triste regret de faire le constat, avec la crise économique, que tous nos collègues qu'on a envoyés dans les labels, qu'on a envoyés dans le bio, aujourd'hui, on a sur certaines filières de la surproduction qu'on n'arrive pas à écouler. Et nos agriculteurs qui travaillent bien et tout ça, ils sont en train d'être pénalisés parce qu'on va leur payer leurs produits moins chers parce qu'il y a surproduction. On va dire, voilà, je veux bien que l'agriculture soit responsable de tous les maux. Je veux dire, à un moment donné, si on ne change pas tous ensemble, c'est sûr qu'on ne pourra pas faire changer l'agriculture, quoi. Justement, le monde industriel aussi a un rôle à jouer. Thomas Nem, peut-être. Quelle est sa place Marc Dufumier nous en a parlé. Est-ce qu'il faut aussi qu'il change ? Oui, certainement. En tout cas, il ne faut certainement pas renvoyer les agriculteurs à leur solitude, quoi. C'est-à-dire, il ne faut pas les laisser seuls dans cette question de transformation, transition des systèmes agricoles. Pour plusieurs raisons. La première, c'est que d'abord, dans le conseil qu'on leur fournit, dans l'accompagnement, dans les investissements qui sont faits notamment, il faut vraiment faire attention à ce qu'on appelle les effets de verrouillage. Quand un agriculteur investit lourdement dans un bâtiment, dans une infrastructure d'irrigation, dans des machines, et qu'après on lui dit en fait non, ton bâtiment là ou ton infrastructure d'irrigation, il ne faut surtout pas l'utiliser, il faut diversifier, l'agriculteur il va être un petit peu réticent quand même. Donc, parce qu'il aura investi, il va vouloir amortir son investissement. Donc il y a ces effets de verrouillage qui sont importants. Et là, peut-être les vendeurs de machines, les industriels de l'agroéquipement, ils ont peut-être une responsabilité. Les industriels des intrants ont aussi sans doute une responsabilité. Quand l'Union européenne dit on va réduire de 20% l'utilisation des engrais minéraux et puis de 50% l'utilisation des produits phytosanitaires à l'horizon 2030, je pense que du côté des agro-industriels de la fabrication des intrants, on n'a peut-être pas accueilli ça en sautant au plafond, quoi. Donc là aussi, les industriels, ils ont un pivotement à faire. Il va falloir qu'ils changent de business model. Il va falloir qu'ils changent de stratégie pour accompagner aussi sincèrement ces transitions. Et puis enfin, ça c'était les industriels plutôt en amont de l'agriculture. Et puis il y a les industriels en aval de l'agriculture, ceux qui collectent les produits agricoles. Je l'ai dit et je le répète, la base de l'agroécologie, c'est la diversification à tous les niveaux, mais notamment de la production agricole. Diversifier les rotations notamment. Ça veut dire que plutôt que de collecter 3, 4 espèces, il va falloir que les coopératives elles en collectent 15, 20, ce qui pose de grosses questions logistiques, de gros enjeux logistiques. Là aussi, des investissements, il va falloir avoir des silos beaucoup plus diversifiés, de plus petite taille. Et puis, il va falloir vendre ensuite tout ça. Donc, ça veut dire que les coopératives qui sont habituées à vendre du blé, du maïs, du colza, il va falloir qu'elles s'habituent aussi à vendre des pois chiches, du sarrasin, de la lentille, ce qui est aussi un challenge. Donc les industriels de la collecte ont ce nouveau challenge devant eux, et puis sans doute les industriels de la transformation et de la commercialisation. Et donc changer les comportements des consommateurs, la demande des consommateurs ? Oui, certainement. Pour aller vers la consommation de produits plus diversifiés, et ce qui aura des bénéfices également sur le plan nutritionnel, hein, le fait
de manger plus diversifié en termes de produits végétaux consommés, plus de légumineuses par exemple. On sait que c'est bon du point de vue sanitaire. Ça veut dire aussi peut-être, je crois beaucoup au rôle de l'élevage dans la diversification des systèmes agricoles, mais je crois aussi au besoin qu'on a de déconcentrer l'élevage dans certaines régions, comme je l'ai mentionné. Et donc, ça veut dire peut-être aussi changer notre panier de consommation alimentaire, aller vers une assiette peut-être avec un peu moins de produits animaux et un petit peu plus de produits végétaux. Donc ça veut dire des changements de pratiques de consommation alimentaire. Vincent Bretagnol, vous voulez rajouter quelque chose ? Oui, puisqu'on me le propose. Par rapport à ces leviers de transition, transformation, alors peut-être je me trompe totalement, hein, c'est ce qu'on est en train d'essayer de tester en grandeur réelle sur notre territoire qui fait 500 km² à peu près, 450 exploitations agricoles et 40 000 habitants, on va dire. On se dit peut-être un peu naïvement que le volet économique, à la fois les agriculteurs, les coopératives, les filières, c'est leur métier, c'est des professionnels de ces dimensions-là. Et je ne suis pas sûr que aussi bien la recherche ou les politiques publiques aient tellement leur levier et leur mot à dire. En fait, tous ces gens qui vivent de l'économie savent probablement se débrouiller un petit peu tout seuls. Donc, j'aurais plutôt tendance à voir deux leviers très importants, et c'est avec eux qu'on travaille actuellement. Il y a un premier levier, c'est les consommateurs, on l'a déjà évoqué. Comment est-ce qu'on change les modes de consommation alimentaire, en fait ? Voilà. Donc là-dessus, on travaille actuellement avec l'ensemble des habitants de notre territoire pour essayer de changer les modes de consommation alimentaire, réduire la consommation de viande, augmenter les légumineuses, on l'a déjà évoqué. Parce que ça sera une pression sur les modèles économiques, les filières qui les fera trouver un nouvel intérêt ailleurs. Et l'autre levier sur lequel on travaille actuellement, je l'ai déjà évoqué tout à l'heure, c'est faire en sorte que, et je pense que c'est un levier qui est un petit peu sous-estimé, c'est à quel point les politiques publiques peuvent être néfastes. Et ça peut être un peu à tous les niveaux, alors régional peu, mais national ou européen beaucoup plus. Quand on cherche la transition et que l'essentiel des financements des politiques publiques sont pas du tout dans ce modèle de transition, de transformation, il ne faut pas être très étonné que ça ne se transforme pas. Et je prends l'exemple des politiques énergétiques par rapport au changement climatique, mais il y a exactement la même chose par rapport à l'agriculture. 99%, on va dire entre 95 et 99% actuellement des financements vont encore sur les énergies fossiles dans les politiques de recherche énergétique. Donc ça ne va pas accélérer fortement les énergies renouvelables. De la même manière, dans l'agriculture, on estime que 1 à 5% seulement des financements vont vers le bio ou l'agroécologie. 95% restent dans l'autre modèle. Et après, on ne va pas tellement s'étonner que ça bouge lentement. Donc je pense que les politiques publiques, ce n'est pas tellement qu'elles soient... qu'elles insufflent quelque chose, parce que les financements ne sont pas non plus gigantesques, quand même, hein, il y a des financements, mais le pouvoir de ces financements pour bloquer la transition est très important, et je pense qu'il faut travailler avec les animateurs ou les gens qui mettent en place ces politiques publiques pour essayer de les changer. Donc en fait, c'est à la base et en haut qu'il faut absolument changer les comportements et les modèles. Justement, cette question du financement, de la transformation aussi, et on va le voir dans une nouvelle et dernière vidéo de Marc Dufumier et Marie-Monique Robin, qui ont certaines idées que je vous laisse écouter. Il faut faire payer les pollueurs et puis, en revanche, récompenser ceux qui ont des pratiques agricoles durables, qui ne gaspillent pas les ressources en eau, qui ne polluent pas l'eau, qui ne polluent pas l'atmosphère, qui ne polluent pas non plus les aliments qui sont produits, et puis qui ne rendent pas malades les paysans. Parce que je veux dire, s'il y a aussi beaucoup d'agriculteurs qui aimeraient changer de modèle, c'est qu'ils savent, et je suis très bien placée pour le savoir, j'ai fait un film et un livre là-dessus, Notre poison quotidien. C'est moi qui ai révélé l'histoire de Paul François, je rappelle, en Charente. Eh bien, ils savent qu'il y a de plus en plus de malades dans leur famille, eux-mêmes sont très touchés. Donc voilà. Mais c'est un problème véritablement de politique européenne et évidemment française, hein, de revoir complètement les incitations financières pour encourager véritablement
cette transformation. Mais on ne pourra s'assurer de cette transformation de l'agriculture que si on assure un revenu décent en relation avec ce surcroît de travail. Alors effectivement, les agriculteurs qui pratiquent une agriculture, on va dire labellisée bio, avec une certification par une tierce partie, peuvent vendre leurs produits un peu plus cher, le consommateur fait confiance, le produit bio est plus sain, et donc il est prêt à payer un peu plus cher. Mais ça ne peut pas être une solution complète, parce que ça voudrait dire que l'agriculture biologique serait destinée aux gens qui ont un pouvoir d'achat suffisant, et évidemment pour les couches modestes, les perturbateurs endocriniens, les antibiotiques dans la viande, ça c'est pas du tout conforme à l'intérêt général. Donc il est impératif que quand les agriculteurs rendent des services environnementaux d'intérêt général, séquestrer du carbone dans l'humus des sols, remettre des légumineuses, nous éviter des importations de soja, moins émettre d'engrais azotés de synthèse, moins consommer d'énergie fossile, du gaz naturel russe aujourd'hui, moins émettre de protoxyde d'azote quand on y prend les engrais azotés de synthèse. Tout ça, ce sont des services d'intérêt général. L'agriculture qui relève de l'agroécologie est capable de satisfaire ces services environnementaux d'intérêt général, mais évidemment l'agriculteur mériterait d'être rémunéré, j'en conviens, alors cette fois non pas par le consommateur, celui qui a un pouvoir d'achat, mais par le contribuable, et là ça veut dire très clairement que les subventions actuelles de la politique agricole commune et les subventions actuelles de notre politique nationale, écoutez, devraient être réorientées, je pense aux subventions du premier pilier de la politique agricole commune, plutôt que d'être des subventions, des aides, comme si les agriculteurs devaient se considérer comme des mendiants. Non, c'est pas ça. Des aides proportionnelles à la surface, donc très inégalement réparties, il est clair qu'il faut les réorienter en relation avec le travail supplémentaire, et on négocie avec les agriculteurs, avec les paysans, quelles sont les techniques qui seraient les plus à même de séquestrer du carbone ici dans le sol, dans cette région très spécifiquement, à quel prix seriez-vous prêt à nous rendre ce service? Eh bien, je vous paye, droit dans vos bottes, vous nous rendez un service d'intérêt général. Et effectivement, d'un point de vue strictement économique, la transition agroécologique irait bien plus vite si on devenait, nous, plus raisonnable, prêt à payer ces services d'intérêt général. Et puis après, il faut de la formation aussi, parce que quand on a été formé dans des lycées agricoles, des maisons familiales, etc., à utiliser des pesticides, des engrais, on ne connaît rien à la vie du sol, rien du tout. Je sais parce que moi, mon frère, quand il a pris la ferme de mon père et qu'il a dit on va la passer en bio, il m'a dit je dois tout réapprendre. Donc on ne réapprend pas tout seul. Donc j'insiste vraiment, la balle elle est dans le camp des politiques, qui doivent aussi avoir le courage d'affronter tous les lobbying, comme je l'ai déjà dit, mais je le répète, parce qu'il faut un peu de courage politique. Jean-Philippe Granger, je vais vous poser la question cette fois-ci en tant peut-être que président de la Chambre d'agriculture de Dordogne. Qu'en pensez-vous? Est-ce qu'il faut réorienter ces politiques publiques? Quels sont ces freins financiers qui peuvent être... Je ne suis pas forcément en opposition avec ce qui a été dit. Le problème par rapport aux politiques, il est beaucoup plus complexe que ça. Et malheureusement, je n'ai pas la réponse. Moi, j'abordais le côté humain. On nous dit, alors je ne sais pas si c'est vrai, on nous dit que demain, il faudra produire plus d'alimentation pour nourrir la planète. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que ce n'est pas vrai? Donc j'entends. On me dit qu'il va falloir produire mieux. Donc voilà, donc c'est un complexe, je dirais, entre l'environnement, l'humain et l'économie. Trouver le bon équilibre. Je pense que l'équation parfaite, elle ne va pas exister. Donc voilà, donc c'est vrai que c'est très compliqué, je dirais, de prendre la bonne décision. Réorienter, alors il y a tout à l'heure, effectivement, la PAC, c'est surfacique et tout ça. Moi, je me suis installé en 90. L'agriculteur, il ne touchait pas de PAC. Il y avait ce qu'on appelait le FEOGA et tout ça. On produisait. Je veux dire, la PAC, elle arrivait en 92, où il a fallu faire une déclaration. Et là, c'était les surfaces, c'était les historiques et tout ça. Et elle a évolué. Et aujourd'hui, quand même, je veux dire, dans la réforme de la PAC, c'est pas suffisant, je l'entends. Mais je veux dire, il y a une réorientation quand même vers le nombre de cultures. C'est un progrès. C'était pas avant. C'est pas assez, mais c'est un progrès. Donc voilà, donc je pense qu'au niveau politique, effectivement, il y a des lobbies d'un côté et de l'autre. Je crois que c'est pas à nous à trancher. Je veux dire, à un moment donné, moi, ce que je dis, nous, au niveau des chambres d'agriculture, il n'y a pas que les chambres d'agriculture d'ailleurs, vous l'avez dit, on sait faire. On sait produire, je dirais, de toutes les façons qu'on veut. Maintenant, il faut nous dire ce que vous voulez et que l'agriculteur gagne sa vie. Voilà. Laurence Rival, qu'en pensez-vous?
Je rejoins Jean-Philippe. Hein. Bon, nous, au niveau de la viticulture, la PAC, on n'y a jamais eu droit jusqu'à maintenant. Je crois qu'avec la nouvelle réforme, on peut peut-être avoir quelques sous. Mais en fait, on est rentré en... Alors, je vais parler de viticulture, hein, puisque c'est ma production. En viticulture, ça fait quelques années qu'on est rentré en AOP, donc appellation d'origine contrôlée ou protégée. Donc c'était pour justement diminuer nos rendements, faire les choses mieux, que le consommateur reconnaisse cette qualité et la paye. Et finalement, maintenant, c'est ces labels qui nous freinent en fait dans notre transition. Parce qu'il y a des règles, il y a des choses à respecter et on a du mal. Par exemple, en viticulture, on veut changer les cépages, on veut les faire évoluer très vite. Et on n'y arrive pas, parce que voilà, il faut changer les règles, et c'est vrai que c'est compliqué. Et après ça, au niveau, je pense qu'à la fin, là, on a parlé plus des consommateurs, et c'est ce qui est important, parce qu'il faut pas, enfin, il faut quand même toujours avoir dans l'esprit, moi, ce que je produis, je veux que ça soit acheté. C'est-à-dire produire, moi, je peux faire du vin qui me plaît, mais s'il plaît pas aux consommateurs, ça sert à rien. Je me fais plaisir, mais on est là quand même pour faire plaisir aux autres, pour qu'ils achètent. Et à un moment donné, est-ce que le prix, voilà, est-ce qu'ils vont le payer ou pas? Donc c'est un juste milieu, compliqué. Est-ce qu'il faut revoir ces incitations financières, Vincent Bretagnol, Thomas Nem, justement, notamment les aides européennes? Alors, Vincent a sans doute une expérience plus approfondie que moi. Ce que j'entends très fortement dans la petite vidéo qu'on a vue, c'est le fait de rémunérer les agriculteurs pour les services qu'ils rendent, notamment de séquestration du carbone dans le sol, protection de la biodiversité, protection de la qualité de l'eau, fourniture d'aliments sains, etc. Tout ça, c'est ce qu'on appelle les paiements pour services environnementaux. Une revendication qui est souvent portée et je pense défendue par une partie du monde scientifique, qui peine à vraiment s'inscrire dans les politiques publiques. Donc là, il y a vraiment un enjeu, enfin, c'est quelque chose qu'il faut réussir à faire aboutir. C'est très compliqué, parce que comment mesurer le stockage de carbone? Comment mesurer la protection de la biodiversité? On ne sait pas forcément exactement le rendre déployable en routine, mais on peut quand même néanmoins s'en approcher. Donc il faut qu'on ait le courage de le faire. Le deuxième élément que je voulais peut-être mentionner, c'est que au-delà du soutien aux politiques publiques, ce qu'on voit aussi, soutien offert par les politiques publiques, ce qu'on voit aussi clairement, c'est que il n'y aura pas de transformation des systèmes de production agricoles s'il n'y a pas de transformation des façons de consommer l'alimentation. Et c'est à ce titre-là que l'agroécologie, c'est une transformation des systèmes de production agricole, mais c'est aussi une vraie transformation des pratiques alimentaires. Il y a vraiment une agroécologie des systèmes alimentaires qui est à inventer. Donc ça veut dire, je le répète, hein, manger peut-être un peu plus de produits végétaux, un peu moins de produits animaux. Ça veut dire manger plus diversifié. Ça veut dire sans doute manger plus local. Ça veut dire peut-être manger des produits, enfin cuisiner des produits bruts, etc., etc. Vincent Bretagnol. Deux petits éléments que j'ajoute au débat par rapport au paiement pour services environnementaux dont il a été à plusieurs reprises question. Je voudrais juste pointer du doigt une fausse bonne solution. Pas du tout que je ne crois pas au PSE, j'y crois beaucoup. Mais voilà, il se trouve que depuis 2004, je suis animateur des mesures agri-environnementales aussi sur mon site d'études, qui est une zone Natura 2000. Et en fait, pendant près de 20 ans, en fait, je me suis rendu compte qu'on essayait, c'est presque une approche rustine, c'est-à-dire qu'on négocie des financements auprès de la DRAF, auprès de l'Europe, pour pouvoir mettre en place des mesures pour la biodiversité. Mais en fait, elles sont pratiquement totalement inefficaces tant qu'il existe d'autres mesures qui sont très néfastes, qui sont un rouleau compresseur. Donc cette approche PSE n'a de sens, PSE c'est les paiements pour services environnementaux, n'a de sens que si c'est un transfert de l'argent des politiques publiques et pas quelques petites choses en plus sans rien changer sur le reste. Voilà, donc là encore c'est systémique au niveau des politiques publiques. Et l'autre point que je voulais évoquer, c'est par rapport au prix de l'alimentation pour les consommateurs, puisqu'on travaille avec les consommateurs sur notre zone. C'est effectivement un point très crucial. Mais alors, je ne vais certainement pas surprendre les gens qui travaillent en circuit court, mais peut-être surprendre un petit peu plus l'opinion publique qui est abreuvée de messages qui sont faux en fait, par rapport à cette question. L'alimentation en circuit court ou en bio, en tout cas en territoire rural, n'est pas plus chère. Le kilo de tomates, le fromage de chèvre, la viande,
le pain en filière courte, en vente directe, est moins cher que dans la grande surface, qui est à 10 km. Donc, et pour une raison très simple, c'est qu'il n'y a pas d'intermédiaire. Donc l'agriculteur est beaucoup mieux payé et le consommateur paye en gros le même prix. Je ne dis pas que ça marche en ville, et il y a quand même 60% des habitants de la France, ou peut-être même plus, qui sont en ville. Donc il y a peut-être un autre modèle économique en ville, mais ne croyons pas immédiatement que l'alimentation de qualité ou de la vente directe, c'est plus cher. Ce n'est pas forcément plus cher. Ça, vous n'êtes pas d'accord? Si. Non. Alors, plus on réduit les intermédiaires, Bien sûr. plus là où je suis pas forcément d'accord, c'est enfin moi j'ai 2 collègues à côté de moi maraîchers, un en conventionnel et un en bio. Il y a une différence de prix et elle est justifiée. Je reviens pas là-dessus. C'est tout. C'est uniquement la différence. Et heureusement, je dirais que quelqu'un qui s'engage dans une démarche de qualité et tout, qui va produire un peu moins, c'est normal que ses produits soient rémunérés un peu plus cher. Enfin, moi, ça me choque pas. Et je me battrai pour ça aussi. On en parlait justement hier soir, Thomas Nem, la différence de prix. Peut-être que vous pouvez nous apporter une précision. Oui, on en discutait quant à la différence de prix entre des produits bio et des produits conventionnels qui sont, on va dire, très proches. Enfin, un jus de fruits, 1 kilo de tomates. Effectivement, à circuit de commercialisation identique, les produits bio sont vendus plus cher que les produits conventionnels, avec un delta, enfin une différence qui est significative, de l'ordre de 20-30%. Bon, ça c'est clair, c'est établi. Et c'est sans doute très bien aussi parce qu'il faut rémunérer les agriculteurs pour le travail qu'ils fournissent et les pertes de production qu'ils ont, les risques auxquels ils se confrontent. Mais il faut dépasser cette comparaison de produits à circuit de commercialisation identique. Et il faut regarder effectivement les prix dans la diversité du circuit de commercialisation. C'est-à-dire, en bio, par exemple, 50% de la consommation de produits biologiques se fait en grande et moyenne surface, contre à peu près 80% pour les produits de l'agriculture dite conventionnelle, c'est-à-dire non biologique. Donc on achète beaucoup moins en grande surface lorsqu'on consomme bio, et on achète beaucoup plus en vente directe. 3 fermes en agriculture biologique sur 4 vendent en vente directe, contre à peu près un petit peu moins d'1 sur 2 en agriculture conventionnelle. Or, quand on achète en vente directe, on supprime beaucoup d'intermédiaires, et donc le prix des produits n'est pas nécessairement plus élevé qu'en agriculture conventionnelle. C'est pour ça qu'il faut envisager une agroécologie des systèmes alimentaires, et pas simplement une agroécologie de la production. Dernière intervention de Jean-Philippe Granger. Oui. Il y a un sujet par rapport à la vente directe, le problème de concentration des lieux de consommation. Aujourd'hui, je vois aujourd'hui en Dordogne, on a beaucoup de jeunes qui sont intéressés pour venir s'installer en maraîchage et en vente directe. Sauf que, je veux dire, aujourd'hui, on arrive à un niveau où il va falloir sortir du département de la Dordogne pour commercialiser, parce qu'on va avoir, je dirais, le nombre de consommateurs qui vont sur les marchés et tout, même s'il augmente, je vais dire, voilà, la production locale va augmenter plus vite que le consommateur, donc il va falloir aller vers Bordeaux, vers La Rochelle, vers les centres de consommation. Et ça, c'est un autre problème. Il y a donc des questions. Monsieur, tout à l'heure, vous aviez une question à laquelle on n'a pas pu... Il y a une question juste derrière. Bonjour, Roland Guy, ancien salarié de la Chambre d'agriculture de Charente-Maritime. J'avais quelques questions. Je partage un peu ce qui était dit, mais j'avais quelques questions un peu plus provocatrices, si on veut. Est-ce qu'il y a un lien entre la biomasse et la captation de carbone? Dans ce cas-là, serait-il pas plus judicieux de faire des blés à 150 quintaux qu'à 40 quintaux pour capter le carbone qui est aujourd'hui dans l'air? En termes de valeur ajoutée, alors j'ai eu l'occasion d'accompagner 5 ou 6 magasins de producteurs en vente directe. J'ai encore, même en retraite, l'occasion de les suivre. Et avec l'augmentation des prix liée à la conjoncture actuelle, dans les magasins de producteurs en vente directe, le panier moyen n'a pas évolué. Donc ça veut dire que les consommateurs réduisent leur consommation pour ne pas dépasser le budget. Voilà. En termes de santé, on a parlé de l'étude de pesticides santé réalisée par l'INSERM
et dirigé par Marie-Christine Comte, que je connais, et dont avait participé Isabelle Baldi. Et j'ai participé à sa conférence qui montrait qu'entre une population d'agriculteurs qui est au contact des pesticides et une population non agricole, c'est la population des agriculteurs qui a moins de cancers que les autres. Par contre, ces cancers sont beaucoup plus liés effectivement à l'emploi de pesticides. Et que la rotédone, qui est un produit plutôt bio, a aussi des effets cancérigènes. Voilà. Et puis en termes de biodiversité, on parle aussi de biodiversité qu'on l'on voit. Et j'avais, dans ma carrière, fait intervenir un chercheur de l'INDAN de Versailles qui disait, vous savez, dans le sol, on ne connaît que 10% des micro-organismes qui existent. On a 90%, on les méconnaît. Donc, est-ce qu'il n'y a pas aussi un peu de modestie à avoir en termes qu'on emploie ce terme-là? Merci. Peut-être une réponse sur la première et la dernière question, et puis éventuellement un petit complément sur les questions d'exposition pesticides santé. Sur la première question, est-ce qu'il ne faudrait pas envisager de produire des blés à 150 quintaux pour stocker du carbone dans les sols? Oui, produire du blé à 150 quintaux, ça permettra de produire beaucoup de biomasse qui pourrait être ensuite fournie au sol pour pouvoir stocker du carbone. Mais si pour produire 150 quintaux, on utilise beaucoup d'engrais azotés, produire des engrais azotés, ça coûte cher énergétiquement, donc ça contribue à émettre du CO2, et puis fertiliser abondamment les sols, ça conduit à des émissions de protoxyde d'azote qui a un pouvoir de réchauffement global qui est à peu près 300 fois celui du CO2. Donc il faut faire le bilan de gaz à effet de serre sur l'ensemble, et pas raisonner simplement en termes de stockage de carbone dans les sols. Il va falloir qu'on s'habitue à toujours raisonner stockage de carbone dans les sols et bilan de gaz à effet de serre associé. Et je ne suis pas persuadé que produire 150 quintaux de blé permette d'avoir un bilan de gaz à effet de serre très, très positif. Sur la dernière question, quant à la biodiversité des sols, effectivement, la biodiversité des sols, c'est un vrai sujet d'investigation, un vrai champ de recherche. C'est peut-être l'écosystème qu'on connaît le moins bien aujourd'hui. Donc, moi, en tant que chercheur, mon premier réflexe, ce serait de dire qu'il faut faire de la recherche sur la biodiversité des sols pour mieux la comprendre, mieux la connaître, savoir les services qu'elle rend, effectivement, savoir comment on peut s'appuyer sur les fondations, sur les solutions que peut fournir cette biodiversité du sol. Bien sûr, ça appelle de la modestie, ça appelle aussi de l'espoir et des travaux de recherche futurs. Et enfin, sur l'exposition pesticides santé, alors je ne suis pas sûr d'avoir exactement compris la remarque, quand même. Ce que nous disent les épidémiologistes, c'est que voilà, c'est maintenant acté, quoi, que l'exposition aux pesticides provoque un certain nombre de cancers non-hodgkiniens, provoque des maladies de type Parkinson. Bon, voilà, ça c'est quand même maintenant de l'ordre du fait établi. Bonjour, Guillaume, je suis gérant d'un commerce indépendant depuis une dizaine d'années qui fait exclusivement du direct producteur. Et ça fait longtemps que je me pose une question concernant la PAC, j'espère que vous pouvez m'apporter une réponse. En tant que moi débouché, je me demande toujours dans quelle mesure les prix n'ont pas été tirés vers le bas de la part des distributeurs à cause ou grâce à la PAC. À partir du moment où un agriculteur ne peut plus mettre la clé sous la porte, le distributeur peut tirer sur les prix vers le bas. Et on se retrouve dans des situations où moi j'achète mon kilo de carottes à un producteur de Gironde ou de Dordogne à 1 € et l'industriel à côté va le vendre à 7 centimes. Et je voulais savoir, est-ce qu'on ne risque pas de reproduire un peu ce système de dépendance aux subventions en l'appliquant au bio, comme ça a été le cas pour l'agriculture industrielle. Alors je comprends qu'il faille des moyens pour accompagner la transition, mais j'avais quand même l'impression que le prix était tiré vers le bas du fait que les agriculteurs, dans tous les cas, avaient une espèce de garantie de survie. Donc c'était une manière, de cette manière, la grande distribution sécurisait aussi ses fournisseurs. Si moi, demain, je mets à payer 7 centimes, un agriculteur pas subventionné, il met la clé sous la porte. Donc voilà, est-ce que vous pensez que ça ne joue pas aussi négativement sur les prix ? Alors, si je peux me permettre, je vends mon vin dans les grandes surfaces toute l'année, en direct et pas en direct. Le souci, je pense qu'on a en France, en dehors des aides PAC, parce qu'en viticulture, on n'en a pas, c'est tout simplement que les distributeurs sont regroupés. Donc en fait, ils sont solides en face de nous. Nous, on n'est pas regroupés. On a plein de coopératives dans le vin, dans les céréales. Et eux, vous avez très peu en fait de distributeurs face au monde agricole. Donc ils font les prix. Sincèrement, je ne pense pas qu'un agriculteur ne peut pas vivre avec les aides PAC. J'en ai eu touché quand je faisais 10-15 hectares de céréales. C'est pas possible. Je pense que sincèrement, enfin bon, mes collègues peut-être diront autre chose, mais
voilà, le problème majeur, je pense, c'est qu'ils sont unis, ils sont regroupés. Quand vous avez Lidl, vous avez une personne à Paris qui décide et qui choisit les produits. Voilà. Donc, sinon, juste une autre remarque. Je partage le constat. C'est vrai que je suis maintenant dans une période où je suis obligé de sécuriser les producteurs, au sens où il y a beaucoup de concurrence sur le débouché du producteur direct. Et donc, c'est toujours dommage d'en arriver là. Donc, on espère que les installations se tourneront vers la Gironde aussi et vers Bordeaux. Merci. Merci. Je vois qu'il y a beaucoup de questions. Je vais essayer de faire très court. Je m'appelle Jacques Chèvre. Je représente Terre de Liens aujourd'hui. Je suis paysan retraité. Il y a quelque temps, on a vu apparaître au bord des routes des panneaux qui disaient « Foutez-nous la paix, laissez-nous travailler ». Alors je le dis parce que c'est pas chez nous. Hein. C'est pas loin, mais c'est pas chez nous. C'est exactement le type de contresens vers lequel il faut que les agriculteurs n'aillent pas. C'est une position suicidaire. Il n'y a pas d'agriculture possible en conflit avec les citoyens, avec la société. L'évolution de l'agriculture, elle nous sera imposée par les consommateurs. Les citoyens, ils sont concernés par ce qu'ils mangent, par la santé, par les paysages qu'ils voient et par les impôts qu'ils paient. Donc ils sont concernés par l'agriculture. Les citoyens qui se mêlent de l'agriculture, ils se mêlent de ce qui les regarde. Et Terre de Liens apporte jusqu'au bout cette preuve, puisque le foncier, qui était par définition la chasse gardée des agriculteurs, les citoyens interviennent dessus, à Terre de Liens, en souscrivant des parts sociales pour acheter des fermes qui seront en agriculture bio et paysanne, parce qu'ils veulent ce type d'agriculture qui les nourrit correctement et qui répond à leurs attentes. Voilà ce que je voulais dire. On va prendre peut-être 2 petites dernières questions, parce qu'il nous reste 5 minutes. Oui. Je ne vous promets pas qu'elle soit petite. Arnaud Bourgeois, je suis un tout petit éleveur dans le Bergeracois. Et je réagis à ce que vous avez dit, Monsieur Granger, qui m'a fait bondir. Je participe à une table ronde cet après-midi et j'aurai l'occasion de me présenter plus longuement. Mais avant de faire ce métier de paysan, je travaillais dans l'industrie pharmaceutique vétérinaire. Donc je développais, fabriquais des antibiotiques. Et mes gros clients, c'était les très très gros producteurs mondiaux de poulets américains, brésiliens, etc. Donc je connais très très bien cette merveilleuse industrie de l'agriculture industrielle. Et vous avez dit un truc qui m'effare, parce que quels que soient les autres métiers hors agriculture, jamais, jamais un dirigeant dirait ça. Il faut nous dire ce que vous voulez. Mais est-ce que vous croyez que dans une autre industrie, un dirigeant se dit « mais dites-nous ce que vous voulez ». Ben non, c'est à nous de savoir ce que les consommateurs veulent. C'est à nous de comprendre qu'aujourd'hui, les consommateurs veulent des produits sains, sans antibiotiques. Donc c'est à nous de produire dans ce sens-là. Et je rejoins ce que vous disiez, Monsieur Chèvre, à l'instant. Je suis entièrement d'accord avec ça. On vit dans un environnement où à nous de répondre à cette attente. Oui, les gens veulent des produits sains. Oui, en très grande majorité, il faut un prix raisonnable, parce qu'effectivement, il y a cette limite-là et on ne peut pas avoir que des prix très élevés. Donc je suis très volontiers, j'ai plein de choses à apprendre. Je suis que depuis 10 ans dans ce métier, donc c'est très récent. Et je vous écoute tous avec beaucoup d'attention. Mais je suis quand même effaré de cette différence entre la vision agricole, où on attend qu'on nous dise ce qu'il faut produire, et toutes les autres industries, où là, ce sont les dirigeants eux-mêmes, ce sont les producteurs eux-mêmes qui décident de mettre sur le marché tel et tel produit. Et si le produit ne se vend pas, c'est de sa faute. Et puis il va vendre un autre, il va fabriquer et vendre un autre produit. En agriculture, si on attend ce qu'on nous dise, que je ne sais pas qui d'ailleurs va nous le dire. Hein. Alors, je vais répondre parce que je comprends dans le sens dans lequel vous le tournez. Ce n'est pas tout à fait dans ce sens-là que je tournais, et je rejoins ce que se disait Jacques Chèvre. À un moment donné, on propose au consommateur, et le consommateur veut des choses, mais derrière, dans l'acte d'achat, il ne le fait pas forcément.
ou c'est tout à l'heure qui était dit dans les maisons de producteurs. Et il a un abonnement téléphone, lui, le prix ne bouge pas. Il a un abonnement EDF, ça ne bouge pas. L'abonnement Canal+, l'abonnement à la salle de sport. Donc c'est tout, je veux dire, son budget, c'est tout bloqué. C'est prélevé sur son compte. Donc quand il regarde ce qui reste à la fin du mois et qu'il va acheter, eh ben, le panier, eh ben, il n'a pas d'abonnement, même si ça commence à exister. Mais voilà, il n'a plus que ça pour son panier. Donc au lieu d'acheter plus de produits, eh ben, il achète une somme d'argent. Et ça, c'est un problème pour l'agriculture. Et donc, quand je dis « dites-nous ce que vous voulez », c'est en gros payez ce que vous voulez consommer. C'est ça. C'est-à-dire qu'on veut, mais quand on passe à l'acte d'achat, on ne veut plus. Et pour nous, ce n'est pas gérable. C'est dans ce sens-là que je voulais le dire. Je remercie notre public de s'être déplacé si nombreux sur ces questions. Je remercie nos invités de nous avoir offert une discussion très riche. Vous êtes désormais invités dans le réfectoire, donc qui est juste ici, à une pause de 15 minutes, peut-être un peu moins maintenant. À 45, vous êtes là. Pour la nouvelle table ronde agroécologie en pratique, illustration en région. Merci beaucoup.